Alors, donc je suis Claire Lacave, bonsoir à toutes et à tous. Je suis cofondatrice donc avec Patxi Bergara, que vous venez d'entendre, du fonds de dotation Guélois, secrétaire du fonds et le président du fonds est donc Patxi Bergara. Alors, Guélois, c'est d'abord une idée et une réponse à un manque sur le territoire, qui était le manque pour nous d'un outil de générosité, d'un outil basé sur le don, et qui est la capacité de répondre aux initiatives les plus larges qui seraient portées par les acteurs du territoire. Donc, on a créé Guélois et on a, dans l'ADN du projet, pensé un fonds de dotation qui soit un fonds d'initiative citoyenne. C'est un peu notre spécificité. Il faut savoir qu'il existe plus de 300 fonds de dotation en France actuellement. Ce sont très souvent des fonds qui sont adossés soit à des collectivités, soit adossés à des grandes entreprises, parce que ce sont à travers un fonds de dotation comme une fondation, on peut faire des dons et défiscaliser. Et ce sont d'ailleurs souvent des outils de défiscalisation aussi. Et nous, on a pensé ce projet collectivement avec des acteurs économiques du territoire pour pouvoir vraiment répondre aux enjeux du territoire et soutenir l'initiative portée par les acteurs du territoire. C'est porter sur le territoire, développer sur le territoire Pays Basque. Voilà, donc un fonds de dotation, ce n'est pas forcément un statut qu'on connaît vraiment. Ce serait un petit peu le croisement entre une association et une fondation. Si on croisait les deux, ça donnerait à peu près un fonds de dotation. Mais dans l'idée, on est sur une forme simplifiée de fondation. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, que ce soit des particuliers ou des entreprises, font des dons à un fonds de dotation, dons pour lesquels ils sont défiscalisés. Et nous, avec l'argent récolté, nous faisons des dons à nouveau à des porteurs de projets. Voilà. Donc, c'est de l'argent qui nous est donné et que l'on redonne. C'est du don. C'est ce qu'on appelle une chaîne de générosité. C'est un fonds de dotation donc, qui est territorialisé donc, sur le Pays Basque et on a pris donc 4 axes. Le soutien à l'emploi, l'agriculture, la transition écologique, la culture et le shkala, donc la langue basque, l'éducation et la recherche. On est parti sur ces axes-là parce qu'on a voulu pouvoir avoir un champ d'action le plus large possible, et puis aussi parce qu'on avait à l'époque croisé, on va dire, le travail de montage de la structure avec un diagnostic qui a été fait par le Conseil développement Pays Basque, qui s'appelait Pays Basque 2020, et qui mettait en avant aussi un certain nombre de manques, voilà, sur certaines filières ou sur certains axes. Donc, on a recroisé ces informations-là et on a travaillé sur ces 4 axes. Un fonds de dotation, c'est un outil qui demande une autorisation préfectorale. Voilà, donc nous aussi, nous avons un agrément. Il a fallu donc avoir l'agrément de la préfecture pour pouvoir, d'une, exercer et faire fonctionner ce fonds, et de deux, faire ce qu'on appelle appel à la générosité du public. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut faire que par le biais de cette autorisation préfectorale. Alors, je vais vous parler un petit peu des actions que l'on a menées. On s'est créé en 2018, février 2018, et on va dire très vite, les projets sont arrivés presque plus vite que les fonds. Donc, on s'est retrouvé avec pas mal de projets sous la main, pas encore tout à fait tous les fonds pour les financer. Et en 2018, en fait, l'année a été très courte pour nous et on a eu une action. Alors, je vais la développer mais peu, parce que Patxi vient de vous parler d'Enargia depuis donc plus d'un quart d'heure, mais ça a été notre première action. C'était d'abord d'être membre fondateur de la société coopérative d'intérêt collectif Enargia, et donc de pouvoir aider à la constitution, on va dire, du capital social en prenant des parts sociales. Donc, on a investi 1 000 € de parts sociales au sein d'Enargia. Je précise qu'on est aussi donc on participe au conseil d'administration, et juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, mais moi, à titre personnel, donc je suis coopératrice et je suis cliente, voilà, d'Enargia. Alors, le fonds de dotation Guélois a une deuxième spécificité, en plus d'être un fonds d'initiative citoyenne, c'est un fonds qui est mixte. Alors,
ça veut dire qu'il est un distributeur et opérateur. Distributeur, c'est-à-dire qu'il va accueillir des projets de l'extérieur et financer des projets venus de l'extérieur, mais il a aussi la capacité d'initier ses propres projets. Et nous en avons initié un qui s'appelle le Prix Guélois, qui est un projet que nous avons initié suite à un constat qui a été fait sur le territoire Pays Basque, mais qu'on retrouve dans la plupart des territoires ruraux, c'est-à-dire qu'on a une différence, on a moins de 14%, on va dire, de jeunes bacheliers qui font de la poursuite d'études par rapport aux territoires plus urbanisés. Et c'est lié à plusieurs facteurs, dont un qui est un facteur important, qui est le facteur économique. Et donc, on a décidé de mettre en place une bourse étudiante dédiée aux jeunes du territoire qui veulent faire des études supérieures et qui n'ont pas forcément on va dire, la capacité financière de les suivre. Donc, on a accompagné et on accompagne toujours ce jeune homme qu'on voit sur la photo, en fait, qui est un danseur, qui fait partie de la compagnie Bidaka et qui a souhaité intégrer l'Université des Arts et du Spectacle à Bordeaux. Et donc, il a obtenu une bourse annuelle de 3 000 € pour pouvoir faire ses études sur Bordeaux. Alors, je précise que le prix Guélois n'est pas dédié à un seul candidat. Il se trouve que nous avons commencé à suivre Iban l'année dernière. Il est en deuxième année d'université à Bordeaux et que nous souhaitons accueillir évidemment régulièrement d'autres jeunes. Autre projet que nous soutenons, que nous avons soutenu l'année dernière, que nous continuons à soutenir, il s'agit d'un projet de recherche qui s'appelle le projet IPI Lab. C'est un projet qui est né de la demande des orthophonistes du territoire et notamment des orthophonistes bascophones. Elles sont 11 à travailler sur le Pays Basque, à travailler avec des enfants ou jeunes qui ont des troubles du langage. Et elles travaillent avec des outils en français parce qu'ils n'existent pas en langue basque. Donc, elles ont fait remonter cette demande-là et la recherche qui s'est lancée maintenant il y a un peu plus d'1 an est une recherche qui vise à élaborer des outils de diagnostic sur ces troubles du langage en langue basque pour faire en sorte que ces orthophonistes aient de véritables outils pratiques pour travailler sur les troubles du langage des jeunes enfants. Ce n'est pas évident. Et on peut très bien comprendre sur une langue, et notamment une langue qui est isolée, de se dire qu'on va travailler sur des problèmes linguistiques sur un langage isolé en passant par le français ou toute autre langue. Voilà. Donc, il y avait une nécessité et une demande du territoire sur cet outil de recherche. Et donc, la chercheuse, qui était en post-recherche avant à l'université de Domchti, à Saint-Sébastien, elle a mobilisé aussi la région Nouvelle-Aquitaine pour se faire financer son poste de recherche et Guélois a joué un peu le rôle d'effet de levier. C'est-à-dire qu'il fallait un financeur privé et c'est nous qui nous sommes engagés à financer à hauteur de 70 000 € donc, ces 2 années de recherche. Et grâce à on va dire, à ce positionnement qu'on a eu, à cet effet de levier, la région Nouvelle-Aquitaine a répondu en mettant 75 000 € supplémentaires. C'est un budget global d'à peu près 150 000 € à peu de choses près. Voilà. Donc, c'est une recherche qui a débuté il y a plus d'1 an et qui se terminera dans une année et demie avec, de façon extrêmement concrète, des outils qui seront dédiés à ces orthophonistes-là. Alors, je précise aussi que on peut se poser la question de savoir soutenir un projet aussi ciblé pour 11 orthophonistes sur une langue isolée. Ça peut paraître un défi pas risqué, j'allais dire, mais il faut comprendre que derrière, il y a d'autres enjeux, en fait. Au-delà de ça, l'objet de la recherche va s'étendre aussi sur les troubles du langage suite à des accidents vasculaires, et notamment suite aux AVC. Et là, il y a une demande, pas seulement sur le Pays Basque, pas seulement à l'échelle du territoire français, ni même européen, mais au niveau mondial. C'est-à-dire que les gens qui ont fait un accident cérébral et qui sont sur plusieurs langues peuvent perdre une langue, peuvent perdre l'autre.
la moitié de l'une. Enfin, c'est assez aléatoire. Le cerveau est touché et en fait, que ce soit les accompagnants, les soignants, les rééducateurs, etc., ils n'ont pas d'outils dans les langues qui ne sont pas les langues officielles ou majoritaires. Et c'est un souci, parce qu'il y a une recrudescence aussi de ces problèmes-là au niveau mondial. C'est un souci de plus en plus pressant, à la fois, je dis, pour le monde scientifique, pour le monde médical et pour les familles, pour arriver à faire travailler les patients qui ont été touchés, parce que c'est très problématique de faire récupérer une langue à quelqu'un quand on ne peut pas passer par l'autre langue. Donc, il faut des outils qui soient adaptables et des outils qui puissent être dans les langues pratiquées dans chaque pays. Je précise au passage que les pays où on travaille, où on n'a qu'une seule langue, sont très rares. La plupart des pays ont 2, 3, voire, on va dire, plusieurs. En Afrique, je crois qu'on peut arriver jusqu'à 250 dialectes. Voilà. Alors, le soutien du Pays Basque aux grandes écoles, on va retrouver un peu la thématique d'agir pour l'égalité des chances qu'on avait déjà dans le cadre du prix Guélois. Du Pays Basque aux grandes écoles est une association qui travaille qui encourage, on va dire, les passerelles vers les grandes écoles pour les jeunes du territoire. Ils sont partis du même constat, 14% de jeunes qui suivent en moins, et au-delà de ça, peu de jeunes qui vont vers les parcours sélectifs pour des raisons. Alors là, on retrouve la raison financière. Il y en a une autre qui est la question, on va dire, de l'information. On est quand même, hormis si on sort de la côte sur un territoire rural, beaucoup de jeunes sont issus de l'intérieur du Pays Basque. Certains sont aussi des étudiants brillants, mais c'est rarement au sein d'une exploitation agricole qu'on entend parler des parcours sélectifs. On n'est pas forcément, on va dire, motivé à faire ce genre de carrière. Donc, du Pays Basque aux grandes écoles est né en pensant déjà informer les jeunes du territoire sur les possibilités qu'ils peuvent avoir avec les parcours sélectifs. Donc, ils se sont mis en contact avec les chefs d'établissement du Pays Basque en demandant à ces chefs d'établissement-là d'identifier les talents, les jeunes femmes et les jeunes hommes brillants. Et ensuite, ils ont mis en place un système de parrainage et de marrainage avec quelques jeunes qui sont passés par les grandes écoles pour pouvoir, on va dire, accompagner ces jeunes-là donc vers ces parcours sélectifs. Et au-delà de ça, bien sûr, pour faire la boucle, et parce que la question financière est aussi prégnante, ils ont mis en place des bourses. Et donc, nous, on a pensé très naturellement que d'être, on va dire, partenaire du Pays Basque aux grandes écoles, c'était tout à fait naturel dans la continuité et complètement complémentaire du prix Guélois. C'est-à-dire que d'une certaine manière, oui, on aide les jeunes qui vont faire des études, quelles que soient leurs études, parcours sélectif ou non, et d'un autre côté, on soutient les actions du Pays Basque aux grandes écoles. Donc, on le soutient à hauteur de 2 bourses annuelles pour un montant global de 12 000 €, sachant qu'une bourse, c'est 6 000 €, ça correspond soit aux 2 années de classe prépa, soit certains intègrent directement les grandes écoles. On est parti aussi à soutenir un projet qui est un projet de patrimoine qui touche au patrimoine maritime basque via une association qui s'appelle Trama Basque. Alors, ils se sont lancés un défi assez incroyable. Ils ont deux gros projets. Le premier, vous voyez la photo un petit peu de ce qui va être, ce qui est déjà une chaloupe. Alors, c'est une chaloupe sardinière telle qu'elles existaient au XIXe siècle dans le port de Sokoa. Et en fait, ils se sont lancés le pari fou de reconstruire à l'identique cette chaloupe. Et le deuxième pari sera pour eux de reconstruire le Biscay, qui est un 3-mâts qui a coulé dans les eaux des Caraïbes et qui était un fleuron du savoir-faire maritime basque. Il faut savoir que ce sont des bateaux qui ont été construits ici avec un savoir-faire assez exceptionnel. Il existe d'ailleurs à Sokoa il existe à Sokoa un atelier qui s'appelle l'atelier marin,
c'est le nom des propriétaires, ils s'appellent Marins, c'est comme ça, les chantiers marins, voilà, plus exactement, et ils travaillent à l'ancienne. Donc, en fait, la coque que vous apercevez là sur la photo, c'est du bois qui a été, on va dire, travaillé à l'ancienne, contordu à la main, enfin bon, voilà, ils ont vraiment respecté la façon dont ça se faisait avant. Et donc, Trois-Mâts Basques est venu vers nous dans le cadre de notre axe, notamment culture, parce que le patrimoine maritime basque, ben, c'est pas rien, et ça fait partie aussi de notre culture. Et ils avaient besoin d'un coup de main financier pour financer une partie de la chaloupe. Alors, nous, on a décidé de financer le bordage de la chaloupe. Alors là, on ne voit pas encore le bordage, mais en fait, quand la coque est posée, c'est la surcoque. C'est une partie que l'on met par-dessus la coque du navire et qui permet de travailler les problèmes d'imperméabilité à l'eau. Enfin, c'est une deuxième couche de perméabilité. Voilà. Donc, nous, on a financé cette partie-là à hauteur de 8 850 €. Ah, une épicerie sociale et solidaire, la Rumcoop, que peut-être vous connaissez ou du moins vous en avez entendu parler. Donc, ils sont basés à Urugne. C'est un système, alors ils sont sous forme associative, mais ils ont pensé la Rumcoop comme ont été pensées les toutes premières coopératives alimentaires américaines. Je ne sais pas si vous avez connu un petit peu le système, mais on est coopérateur. En tant que coopérateur, on peut faire ses courses, mais on doit donner entre 3 et 6 heures de travail par mois au sein de l'épicerie. Et en fait, donc, il n'y a pas de poste salarié, il n'y a que des bénévoles, et c'est des gens qui travaillent au sein de cette épicerie-là et qui ont pensé, on va dire, un plus juste prix pour les producteurs et un prix qui soit un prix correct aussi pour les consommateurs. Donc, ils ont, on va dire, leurs fournisseurs qui sont locaux pour les produits alimentaires. Ils ne font pas que du produit alimentaire, d'ailleurs, aussi les produits d'entretien. Et pour tout ce qui leur manque, il y a une plateforme qui est une plateforme navarraise, en Navarre, donc vers laquelle ils se tournent quand ils ont besoin d'acheminer un peu plus de produits. Voilà. Alors, eux, ils nous ont fait une demande très spécifique, qui était une demande de financement matériel, tout simplement. Quand ils se sont installés, ils avaient tous récupéré des vieux frigos de la maison. Voilà. Puis bon, comme la chaîne du froid, c'est quand même important avec les produits alimentaires, ils nous ont demandé de financer ça pour eux. Donc, des frigidaires et des frigidaires pro. Voilà, donc on a financé ces frigos à hauteur de 5 076 €. Tous ces projets-là qu'on vient de vous présenter, en fait, ils sont soutenus par des dons. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce sont des particuliers, ce sont des entreprises qui nous font des dons. Je précise au passage que Guélois est 100% bénévole dans son fonctionnement, que donc quand vous faites un don à Guélois, on va dire la part le fonctionnement de la structure est infime, donc c'est quasiment la totalité de votre don qui va directement sur les projets. Alors, comment faire un don à Guélois? C'est pas compliqué, nous on a un site, www.guélois.fr. On peut faire soit un don en ligne via la plateforme Eloasso, donc c'est facile, il suffit de suivre la navigation. On peut faire un don ponctuel, on peut aussi faire un don mensuel. Alors ça, c'est pas mal. Ça touche aussi toutes les personnes qui ne sont pas forcément... on n'est pas toujours très argenté, même si on a envie de prendre part à une action, et ben, vous pouvez mettre quelques euros par mois, ou un peu plus tous les mois, et ça vous permet de soutenir une structure comme la nôtre. Voilà. Soit vous faites un virement aussi, mais pour ça, il faut passer aussi par le site ou bien par courrier en nous envoyant un chèque par courrier. Il y a, comme je l'ai précisé, des avantages fiscaux à soutenir Guélois. Pour un particulier, c'est 66% du montant versé donc, en réduction fiscale et 70% pour les entreprises. Donc, ce sont quand même des réductions fiscales importantes qui ont été pensées aussi pour motiver les gens et les entreprises aussi à aller vers plus de philanthropie, je dirais. Donc, on vous invite à nous rejoindre, on vous invite à être acteur de votre territoire, on vous invite à donner du sens à vos impôts aussi, parce qu'en fait,
le système d'imposition, c'est on donne de l'argent, tout remonte et tout est redistribué. Et si on veut qu'une partie d'argent reste sur le territoire, c'est très bien de passer par ce type de don-là, parce qu'on sait que c'est de l'argent qui est capté territorialement parlant et qui va soutenir des projets de territoire. Voilà, donc donner une chance aux initiatives locales. J'en termine là-dessus et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Je pense qu'il va y en avoir. Ah. Alors j'en ai une, mais j'en avais déjà parlé un petit peu avec toi, Claire. C'est éventuellement vous rajouteriez un axe qui serait celui du logement social en Pays Basque, ça serait possible? Oui, alors c'est un axe effectivement qu'on n'a pas pris. C'est vrai qu'on ne pouvait pas être sur tous les fronts. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi des structures localement qui s'occupent du logement. Alors, j'ai vu passer Dominique Albenc d'Habitat et Humanisme. Je sais qu'il est présent, ou il était présent avec nous. Voilà. Et nous, on n'a pas pris cet axe-là de prime abord. Mais après, un fonds de dotation, c'est une structure qui peut être évolutive. On peut tout à fait ouvrir nos axes à d'autres champs d'action, si l'opportunité se présente. Claire, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux quitter ton, tu sais, le partage d'écran de façon à ce que tu vois tous les visages de tout le monde? Voilà. Parce que tu cherchais Dominique, maintenant tu dois le voir. Voilà. Ok, ben je vais. Ça y est. Parce que Dominique, il ne peut pas prendre le micro, il faut qu'il lève la main et du coup, je ne pouvais plus le voir. Ok. Par contre, moi, j'ai une question. Là, dans tout ce que tu viens de nous présenter, il y a plus de 100 000 euros. Il y a moins de 2 ans que vous avez créé Guéroa. Vous avez déjà un site, plus de 100 000 euros. D'abord, bravo. Mais comment vous avez pu faire? Quels étaient, il a fallu une aide au départ parce que ça n'a pas pu se faire tout seul. Alors, on a eu effectivement des fondateurs, ce qu'on appelle les fondateurs financiers. On a dû partir avec une dotation initiale de 15 000 euros, d'abord parce que c'est une obligation pour un fonds de dotation. Donc, on a réuni et on a trouvé un certain nombre de fondateurs financiers qui ont pu injecter, on va dire, les premiers 15 000 euros qui nous ont permis d'ailleurs de démarrer. Effectivement, on n'a eu qu'une année complètement pleine, c'est l'année 2019, puisque l'année 2018, c'était l'année de création qui a été tronquée. Donc, on va dire que la levée de fonds pleine a été sur l'année 2019 et l'année 2020 n'est pas terminée. Puis en plus, on a, comme tout le monde, été impacté aussi par la Covid, parce que c'est vrai que, étant donné qu'on est quand même financé par des entreprises, on va dire certaines n'ont pas encore tiré toutes les... Enfin, ont repoussé un petit peu leur financement, mais globalement, c'est vrai que on est très jeune. Effectivement, on a quand même déjà réussi à lever pas mal de fonds, mais on était beaucoup plus ambitieux que ça, hein, Gis. On avait mis la barre beaucoup plus haut. Ah bon? Donc, ouais. Non, Ça mais ne m'étonne pas de toi. oui, de moi et de Pachi, parce que c'est aussi quelqu'un qui voit les choses en grand. Et d'ailleurs, je précise que le projet initial, l'idée initiale vient de lui. Donc nous, on avait mis la barre un peu haut. Il a fallu qu'on soit un petit peu plus modeste. Cela étant, en étant un petit peu comme ça le champ de nos mécènes, on a à cœur d'en trouver de nouveaux et on n'a pas encore j'allais dire, suffisamment de dons pour pouvoir aller là où on souhaite aller, parce que je vous parle des projets qu'on a soutenus, je ne vous parle pas de tous les projets qu'on reçoit, parce qu'en fait, on est sur un territoire qui déborde d'initiatives et on a eu des projets de tout poil et il a fallu faire un tri. Et franchement, il y aurait matière à aller beaucoup plus loin dans le soutien des projets. Ça, tu ne m'étonnes pas. Ouais. Qui veut prendre la parole?
Oh, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de questions. Dominique qui lève la main. Ah, Ah. pardon, Dominique. Dominique, où es-tu? Hop, vas-y. Ah, il faut que tu ouvres ton micro de ton côté. De mon côté, il est ouvert. Voilà, ça y est. Ouais, Ça y est. parfait. Ouais, j'ai réussi à lever la main cette fois-ci avec l'outil. Super. Bravo. On peut progresser à tout âge. Hein. Et Claire m'a tendu la main là tout à l'heure aussi, donc je rebondis sur un thème qui est transversal, qui ne concerne pas spécialement cette fondation, mais qui concerne toutes les associations et l'aspect fiscal. Je crois qu'elle a exprimé un truc, je crois qu'on avait déjà échangé sur ce sujet il y a quelque temps. Quand on parle globalement de solidarité nationale, hein, c'est ce qu'on dit, c'est que l'impôt, ça sert à financer, la solidarité nationale, elle s'exprime par l'impôt. Sauf que l'impôt, il va là où décident les pouvoirs publics. Le résultat, les sommes collectées par l'impôt, ça va là où décident les pouvoirs publics. Et un moyen qu'on a de faire en sorte que l'argent qu'on donne aille là où on veut et non pas là où décident les autres, c'est de faire des dons, puisque 66% dans certains cas ou 75% dans d'autres de ce don, il échappe à l'impôt et il va là où on souhaite aller, et notamment aux associations ou aux territoires qu'on veut aider. Donc c'était juste ce commentaire que je voulais faire. Mais oui, c'est une façon de rediriger sur son propre territoire une partie des impôts. Et ça donne des opportunités autres. Et c'est aussi un très bon moyen pour les entreprises de rentrer directement dans le champ de l'ESS aussi. Vous faites un don, vous êtes directement dans le champ de l'ESS. C'est simple et c'est à la portée de toute entreprise, y compris les petites. Et pour ceux qui ne payent pas d'impôts, Claire, peux-tu être un peu plus précise? Pour ceux qui n'ont pas d'impôts à payer, parce qu'il existe aussi des gens qui souhaitent participer. Il leur reste un très gros cœur et de la générosité, parce que si tu ne payes pas d'impôts, je ne sais pas si en termes de crédit… Je pense qu'il y a un crédit d'impôt, mais je voudrais que quelqu'un me le confirme. Non, il n'y en a pas, non. Je pense non, pas. Non. D'accord. Ça a eu existé. Ça a eu existé le crédit d'impôt, voilà, c'est plus le cas. D'accord. Donc là, on donne pour donner. Mais c'est bien aussi. C'est bien, mais en plus, bon, nous, on va au-delà, si tu veux, dans le sens où on a… Alors, bon, on est, comme tu l'as dit, un jeune fonds, mais on fait un petit peu d'événements, donc on invite nos donateurs, on les tient au courant de ce qu'on fait, ils sont destinataires de nos newsletters, on leur envoie nos rapports d'activité. Je veux dire, bon, voilà, ils ne sont pas non plus démunis, hein, ils peuvent suivre nos actions et être présents avec nous ponctuellement sur certains événements. Voilà. Ça représente combien de personnes à peu près dans ce fonds? Alors en tout, on a en particulier, on a un peu plus d'une trentaine de personnes. Et en entreprise, on a 11 entreprises. Et après, on a une association et on a une fondation aussi qui est venue nous financer. D'accord. On a Mathieu qui est président de la RUNCOP, qui a été soutenu du coup par Guérois, qui aimerait témoigner également. Du coup, je lui laisse la parole. Super. Bonsoir à tous. Alors, ex-président de la RUNCOP, mais en tout cas, ce qu'on appelle président fondateur, j'étais parmi la première équipe pendant un certain temps, et notamment avec Adélaïde Daraspe, que je pense tu connais bien. Et donc, c'était pour apporter un témoignage et donc appuyer le sens de ce qui vient d'être dit. La RUNCOP a été créée en 2019, et notamment grâce à Guéroa, qui nous a effectivement subventionné de très beaux frigos, si nécessaire au maintien de la chaîne du froid et donc à la qualité des produits. Pour vous donner quelques chiffres, pour étayer ce propos, la RUNCOP Urugne s'est créée avec 150 familles et ça a très vite très bien marché, et donc on a dupliqué à Cibourg. Donc aujourd'hui, entre autres, grâce à Guéroa, on participe à nourrir 2 fois 150 familles localement, grâce majoritairement à des producteurs locaux, plus d'une cinquantaine de producteurs locaux. Un grand merci à Guéroa et je reviendrai vers vous avec un nouveau projet. Ok. Merci. Il y a Marie qui a dû nous quitter et qui vous remerciait avant de partir. Et merci, disait-elle, et au revoir à tous. Voilà, c'était juste un petit message de fin de soirée.
Est-ce que les gens qui vous financent, est-ce que ça apparaît quelque part? Parce que ça pourrait être une manière quand même d'en avoir encore plus. Enfin, si tout le monde connaissait les entreprises qui favorisent des projets intéressants. Ouais, on a un site internet et on a un onglet qui s'appelle Partenaires et mécènes, sur lequel on peut naviguer, sur lequel on va trouver le logo des structures qui nous soutiennent. Il faut savoir que dans le cadre du mécénat, normalement, la contrepartie ne doit pas exister, doit être infime. Donc, on peut mettre un logo, mais on peut rarement aller au-delà, de peur après d'être qualifié de tomber dans la classification du sponsoring. Voilà. Mais par contre, tu vas trouver nos partenaires sur notre site. J'ai aussi, je voulais juste dire comme ça, parce que je me suis arrêtée à la RUNCOP, mais on travaille aussi depuis quelques mois, et on travaille aussi avec Pachi, à développer une autre SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui aura pour objet, qui sera une maison d'édition musicale et qui aura pour objet donc de professionnaliser les artistes via la musique, les artistes du Pays Basque. Voilà. Je ne l'ai pas évoqué parce qu'on est en construction de ce projet-là, mais c'était aussi pour vous dire que on voit arriver tout type de projet, de tout poil, des petits, des moyens, des gros, et que ça ne manque pas en fait les projets. Il faut qu'on amène les entreprises au-delà de celles qui nous financent déjà, mais vraiment à réfléchir à la notion du mécénat, à la notion de solidarité par rapport à des structures comme la nôtre. En fait, la générosité comme ça, le mécénat, c'est un concept qui est américain. Aux États-Unis, il faut faire partie d'une église et il faut donner quand tu as une entreprise. Toujours. Tu donnes toujours. Voilà. Et on a un peu de mal en France à développer ça. On a fait une soirée d'ailleurs, en parlant d'événements, on a animé une soirée avec une structure qui s'appelle l'Admical, qui est une association qui fait la promotion du mécénat. Et en fait, ils ont donné des chiffres, c'est 9% des entreprises en France qui sont mécènes, 9%. C'est dire qu'il y a aussi un gros travail à faire, presque de lobbying, j'allais dire, pour amener les entreprises à être un petit peu plus dans la philanthropie et permettre à des structures, du coup, de soutenir des projets au niveau du territoire. Voilà. Sur le territoire, on a notamment, je le cite parce qu'on travaille avec lui, mais Pachi Belli de Mécénas Go qui travaille. Et ça sera où? Je t'entends pas. On t'entend pas, Mathilde. Ouais. Vous m'entendez pas? Voilà. Ah oui, qui est donc consultant en mécénat et qui nous partageait le même constat que Claire, tu nous dis à l'instant. Voilà. Ouais. Ouais. Mais il faudra que, c'est l'une des missions peut-être de la Maison de l'économie sociale et solidaire à court ou moyen terme, c'est justement de faire cette caisse de résonance à l'économie sociale et solidaire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ignorent également, alors volontairement ou involontairement, j'ai tendance à penser que c'est involontaire, on ignore qu'elles peuvent, qu'il y a des fonds de dotation, par exemple, qui existent sur le territoire, tout simplement, qu'il puisse y avoir des actions. Je ne sais pas si parmi les gens qui sont là ce soir, tout le monde connaissait à la fois Energia ou Guéroa, ou les deux. Je ne suis pas du tout sûre, et pourtant, on a des gens très concernés qui sont là ce soir. Il y a Dominique qui a levé la main. Excuse-moi, Dominique. Vas-y. Oui. Ah, on ne t'entend plus, Dominique. Tu as coupé ton micro. Voilà. C'est bon, ça y est. Ouais, Mais j'ai levé la main, non pas pour dire que je les connaissais tous les deux, même si je les connaissais tous les deux, mais pour demander à Claire de répéter le nom de l'association qu'elle a citée tout à l'heure, qui fait de la promotion du mécénat. La promotion du mécénat, oui. C'est l'Admical, A-D-M-I-C-A-L. Mais je peux le mettre sur converser. Je ne sais pas si tout le monde va voir. Vas-y. Oui, tout le monde peut le voir. Tu le mets converser à tous.
Je pense que c'est bon. À tout Il y le a, monde. Amical, il y a voilà. il y a Philippe qui nous dit qu'il connaissait 1 sur 2. D'accord. On ne Et sait À ce, pas. à ce propos, oui, pardon. c'est une association qui est nationale ou qui est locale? Oui, non, c'est national et ils font Nationale. un tour de France des mécènes et ils ont fait une halte à Biarritz et on a fait partie des intervenants. Ah, ouais. C'était quand? De mémoire 2019. Et on a fait ça au siège de Surfrider. Ouais, c'était assez intéressant. Oui, oui, oui. Et ils ont fait comme ça plusieurs étapes dans plusieurs grandes villes en rassemblant donc les structures hein, qui sont proches de Guélois et en faisant venir des chefs d'entreprise aussi mécènes. Et ce qui était intéressant, c'était les témoignages aussi de ces chefs d'entreprise-là et leur implication dans le mécénat et pourquoi ils le faisaient. Donc ça, voilà, pour donner envie aussi aux autres et pour servir d'exemple, quoi, parce que c'est aussi comme ça qu'on partage et qu'on est solidaire avec les acteurs de son territoire. Et à ce propos, puisque tu disais que ça pouvait être une mission de la maison de l'ESS, moi, je suis d'accord avec toi. Et je me demandais si est-ce que tu as toujours, est-ce que vous avez une fenêtre avec Mathilde sur le Biarritz Magazine, une fenêtre avec la possibilité de communiquer. Bien sûr. Alors, pour Enargia, pour Guélois, mais alors, on en reparlera effectivement. On verra comment on peut faire pour. Alors, il y a Marine qui veut poser une question, donc on va lui laisser la parole aussi. Vous pourrez ouvrir le micro. Voilà. Merci. Oui, j'avais une question parce que vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Oui, tout à l'heure, ça marchait mal. J'avais une question parce que tout à l'heure, vous disiez que peut-être les entreprises, enfin, vous suggériez que peut-être les entreprises ignoraient aussi les fonds de dotation. Est-ce qu'ils n'ont pas de réels intérêts financiers à justement à les prendre en compte? Ben oui. Bah, si, justement, ils ont un intérêt financier, ils ont un intérêt en termes d'image aussi. Donc c'est plein d'avantages. Mais il est vrai, quand il y a des démarrages d'entreprise, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ignorent, et notamment les avantages fiscaux, tout simplement parce qu'en fait, ils ont un peu le nez dans le guidon et qu'en plus, ce n'est pas une culture française que d'être mécène. Donc, en fait, il faut leur apporter aussi l'information et leur faire savoir que au-delà de l'image positive, au-delà de la solidarité, il y a aussi des avantages fiscaux pour eux. Il y a aussi cette clé d'entrée dans l'ESS aussi. Voilà. C'est super intéressant. Vos 2 présentations étaient vraiment très, très intéressantes dans ce domaine. Ouais. Merci.